Dans un petit village vivait un beau jeune homme appelé Saka. Il habitait seul auprès de sa grand-mère Fatima, qui était une dame très gentille et sympathique. Même dans le village, elle était assez connue et les villageois l'adoraient énormément pour sa gentillesse. Saka était souvent attaché à sa grand-mère car elle représentait en même temps une mère pour lui car il n'avait pas eu la chance de vivre avec sa mère. Alors qu'il était âgé de seulement 5 ans, le jeune homme avait fait face à la mort prématurée de sa mère et depuis ce temps, il n'a eu pour repère que sa grand-mère. Avant de mourir, sa mère lui avait remis un petit collier. Elle lui avait recommandé de le garder toujours jalousement sur lui. C'était sa manière à elle de toujours répondre présente pour lui chaque fois qu'il serait dans le besoin. Saka ne savait pas non plus qui était son père. Quand il essayait de confronter sa grand-mère à ce sujet pour en apprendre davantage sur lui, elle ne lui donnait jamais de réponse convaincante et finissait toujours par le détourner du sujet. Ainsi, avec Fatima, ils essayaient de joindre les deux bouts à travers la vente des feuilles traditionnelles et les remèdes naturels pour aider certains villageois à trouver satisfaction à leurs problèmes de santé. Des fois, Fatima marchait très loin dans les villages voisins pour chercher des plantes médicinales et les ramener ensuite dans leur village. Elle était assez ouverte avec Saka et lui apprenait tout ce qu'elle connaissait sur les plantes. Avec le temps, Fatima n'avait plus assez de force. Elle était très faible et ne sortait presque plus. Les villageois ne venaient plus se faire soigner car ils estimaient que Saka n'était pas assez expérimentée et sage comme sa grand-mère. Du jour au lendemain, ils n'avaient plus du tout les moyens de manger et de subvenir à leurs premiers besoins. Par manque d'argent, Saka cultivait le champ avec des paysans du village et se faisait payer un peu d'argent. L'argent qu'il gagnait ne suffisait pas pour bien vivre avec sa grand-mère, et parfois les paysans violents et méchants ne lui payaient pas son argent. Saka ne savait plus quoi faire. Il voulait le meilleur pour Fatima, mais il n'arrivait même pas à manger 3 fois par jour, et il n'avait plus d'économie. Pendant 3 années, Saka et sa grande-mère vivaient dans cette pauvreté extrême. La grand-mère de Saka ne faisait que pleurer, et Saka se sentait inutile. Un jour, Saka annonça à sa grand-mère qu'il ira en ville pour pouvoir trouver un peu plus d'argent et pouvoir les sortir de cette misère. En 1 semaine, il travailla 2 fois plus et rassembla tout l'argent pour préparer son voyage en ville. Le jour suivant, après avoir fait ses bagages et après avoir reçu la bénédiction et les prières de sa grand-mère, il se rendit dans une grande ville où il y avait beaucoup d'opportunités de travail bien payées. Une grande aventure s'annonçait pour lui. Avec le peu d'argent qu'il a économisé, il loua une petite maison modeste. Chaque jour, dès qu'il se réveillait, il déambulait dans la ville, frappait de porte à porte pour trouver rapidement un petit job. Il finit par être recruté dans une grande entreprise de la ville pour s'occuper de la propreté. Il était payé plus qu'au village et il n'avait pas à travailler sous le soleil ardent du matin au soir. Il était très heureux et il faisait son travail avec joie et détermination. L'entreprise appartenait à un homme d'affaires appelé Monsieur Johnson, qui était très riche et très connu dans la ville. Au sein de l'entreprise, Saka pouvait voir des hauts cadres de la ville, soigneusement habillés et travaillant pour la plupart sur des ordinateurs. Saka nettoyait les bureaux, les tables et s'assurait que tout soit propre et dépoussiéré. Un jour, alors qu'il nettoyait les fenêtres de l'entreprise, il vit au loin une très belle femme. Elle était habillée de manière élégante et soignée. C'était la fille de Monsieur Johnson, le PDG de l'entreprise. Elle s'appelait Mademoiselle Ogeshi. Elle travaillait elle aussi au sein de l'entreprise de son père. Depuis ce jour, Saka ne cessait de penser à elle. Elle était si belle, elle sentait si bon. Elle n'était ni arrogante ni grossière malgré qu'elle était la fille du PDG, et parfois elle prenait même le temps de discuter avec Saka. Saka ne pouvait s'empêcher de rêver, et chaque fois qu'elle s'arrêtait devant lui, il avait le cœur qui battait très fort.
Saka était bien convaincu qu'il n'aurait aucune chance avec elle vu son statut de misère, mais il ne pouvait pas s'empêcher de penser à elle. Au boulot, certains agents d'entretien qui travaillaient avec Saka avaient remarqué les sentiments de ce dernier vis-à-vis de Ogechi. Ils se sont rapprochés de lui pour le mettre en garde. « Fais très attention, Saka. Si tu tiens à ton travail, arrête de fréquenter la fille du PDG. Le PDG est très dangereux et sévère. Il ne rigole pas avec ça. » Cependant, malgré les mises en garde de ses collègues, Saka aimait Ogechi de plus en plus. Il ne pensait qu'à elle chaque nuit et ne dormait pas. Il trouvait Ogechi incroyablement belle et il était éperdument tombé amoureux d'elle. Un jour, pendant qu'il nettoyait les fenêtres comme à son habitude, mademoiselle Ogechi lui adressa la parole. « Vous êtes très bien investi dans votre travail, et je trouve que cet endroit est toujours très bien entretenu chaque fois que j'y passe. » Saka sourit face à la remarque. « Merci, mademoiselle. Je ne fais que mon travail, répondit-il. Je vous ai observé un peu ces derniers jours, et j'apprécie vraiment votre rigueur au travail. Vous exercez ce métier depuis combien de temps ? Demanda-t-elle à nouveau. Je suis arrivée ici il n'y a pas longtemps, mademoiselle. J'ai quitté mon village pour essayer de trouver un travail en ville afin de gagner un peu d'argent et aider ma grand-mère souffrante. Ogechi s'intéressait de plus en plus à la conversation. Elle lui posa quelques questions pour savoir comment il s'en sortait. Saka lui expliqua davantage sa vie en ville. « Même si ce n'est pas toujours facile, je m'en sors du mieux que je peux, ajouta-t-il. Ogechi écoutait son histoire l'air fasciné. Elle l'encouragea et lui demanda de continuer sur cette lancée. Des semaines déjà que Saka a échangé pour la première fois avec Ogechi. Chaque fois qu'il était au travail, il espérait toujours qu'elle passe afin qu'ils discutent comme toujours. Ils étaient devenus des amis et Saka appréciait énormément discuter avec elle. Ses amis ne cessaient de le rappeler à l'ordre et de lui dire de faire attention pour ne pas attirer la colère du PDG. Cependant, son cœur était déjà trop loin. Il aimait discuter avec elle et passer du temps avec elle. Un soir, après avoir travaillé toute la journée, Saka s'apprêtait à rentrer chez lui. C'est alors qu'il entendit une voix derrière l'appelant. C'était Ogechi. « Excuse-moi de te déranger, Saka, mais j'ai vraiment besoin que tu me rendes un service. Demain, nous devons rencontrer des clients, mais nous ne disposons pas d'assez de volontaires. Pourras-tu nous aider ?» Sans hésiter, Saka accepta. De toute façon, il n'avait rien à y perdre, au contraire. Il pourrait avoir la chance de rester beaucoup plus en compagnie de Ogechi, et cela le réjouissait déjà. Le jour de l'événement, Saka s'était empressé d'être à l'heure et de respecter strictement les instructions de Ogechi. Il marchait à côté d'elle et restait assez courtois avec les clients. Il avait remarqué une fois de plus comment Ogechi était gentil avec tout le monde et respirait la joie de vivre. À la fin de l'événement, Ogechi remercia Saka pour son aide. « Je suis vraiment reconnaissante pour tout, Saka. Je ne sais pas comment j'aurais pu m'en sortir aujourd'hui sans toi. Tu m'as été d'une grande aide et je t'en remercie. »« Je vous en prie, mademoiselle, commença Saka. J'ai passé une belle journée et j'ai aussi beaucoup appris de l'événement. » Ogechi répondit. « Je suis contente que cela t'a été utile. » Elle le serra dans ses bras en signe de reconnaissance. Elle sentait si bon, Saka ne voulait plus la laisser. Il la serrait de plus en plus fort contre lui et profitait du moment. « Que faites-vous, monsieur ?» lui demanda Ogechi avant qu'il ne se rende compte qu'il allait trop loin. Il rentra à la maison avec un large sourire aux lèvres et une grande lueur d'espoir. Même s'il n'était pas riche, il ressentait quand même qu'il pouvait croire à l'impossible. Il savait que ce câlin n'était pas juste pour le remercier. « Je suis sûr que Ogechi ressent quelque chose pour moi, se disait-il. Il espérait juste que les choses deviennent plus sérieuses entre lui et Ogechi et que le statut social ne constitue pas un frein à son amour. Avec le temps, ils passaient de plus en plus du temps ensemble et M. Johnson les surprenait à chaque fois ensemble, très proches l'un de l'autre. Il interpella sa fille et commença.
Je suis vraiment surpris par tes comportements de ces derniers jours. Comment peux-tu traîner avec un personnage d'aussi basse classe? Je ne veux plus te voir avec lui. Tu dégrades mon image et mon statut de PDG. Ogechi était sans mots. Son père venait de la détruire émotionnellement. Elle essayait de convaincre son père que c'était un homme bien, mais il ne voulait rien entendre. Qu'il soit travailleur ou pas, je ne veux plus que tu passes du temps avec lui ou que tu lui parles, et c'est la dernière fois que je vais te rappeler à l'ordre. Ogechi fondit en larmes. Depuis cette conversation avec son père, elle n'avait plus l'autorisation de parler avec Saka. Monsieur Johnson avait employé des agents pour la surveiller partout. Saka était juste stupéfait et se contentait juste de regarder Ogechi passer devant lui sans pouvoir rien faire. Déçu et sans recours, le jeune homme avait du mal ce soir-là à dormir. Il décida de joindre sa grand-mère afin de lui raconter ce qu'il vivait. Fatima le rassura et lui donna quelques conseils. Il resta éveillé toute la nuit à penser à Ogechi. De son côté, M. Johnson était loin de se douter que cette séparation qu'il avait orchestrée n'arrangerait pas vraiment la situation. C'est maintenant que Ogechi et Saka ressentaient de plus en plus le besoin de se voir et de se parler. Un jour, alors que Ogechi se servait son café, elle fit maladroitement tomber sa tasse par terre. Saka, qui était dans les environs, profita de l'occasion, se précipita pour essuyer. « Je m'excuse de te créer plus de travail » s'excusa Ogechi. Saka répondit à son tour. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, c'est mon travail. » Pendant que Saka essuyait la tâche, Ogechi s'approcha de lui et lui chuchota. « J'aurais vraiment souhaité qu'on se voie et qu'on discute davantage. » Elle se tourna le cœur battant pour voir si quelqu'un l'observait avant de se retourner face à Saka qui répondit. « J'aimerais aussi discuter plus avec vous, mais je ne veux pas de problème avec votre père. » Pendant qu'ils discutaient, M. Johnson était à la porte et entendait tout. Sans se faire remarquer, il alla dans son bureau avec le cœur brûlant comme un volcan. Il prit son téléphone et appela un homme de main. Il lui demanda d'intercepter Saka le soir à la sortie du service et de le corriger sévèrement. Il sort vers 20h et il passe toujours par la ruelle derrière le supermarché. Frappe-le proprement et interdit-lui de ne plus jamais s'approcher de Ogechi, ajouta M. Johnson l'air furieux. « Pas de souci, Monsieur Johnson. Faites comme si c'est déjà fait. » Le soir, Saka avait fini son travail et sorti de l'entreprise pour rentrer chez lui. Arrivé dans la ruelle derrière le supermarché, 2 hommes en cagoule lui barrèrent la route. Avant qu'il n'eût le temps de dire quoi que ce soit, les 2 hommes se jetèrent sur lui et le frappèrent sauvagement en lui donnant des coups de poing dans le ventre et sur le visage. « Ne t'approche plus jamais de Ogechi sinon la prochaine fois. On te tuera », ajouta un des hommes masqués avant de disparaître en courant. Saka resta inconscient pendant plusieurs minutes seul au sol. Quand il se réveilla, il n'y avait plus personne autour de lui. Il rentra à la maison avec du sang sur le visage et des maux de ventre intenses. Cette fois, c'était clair dans sa tête. S'il continuait de voir Ogechi, il ne risquait pas seulement de perdre son travail, mais aussi sa vie. Il prit la décision de s'éloigner de Ogechi. Pendant 3 mois, il n'a plus jamais adressé la parole à Ogechi. Quand il finissait sa journée de travail, il s'empressait de rentrer chez lui. Ogechi, quant à elle, ne comprenait plus ce qui se passait avec Saka. Quand elle la saluait, Saka ne lui répondait plus et faisait comme si elle n'existait pas. Elle cherchait par tous les moyens comment faire pour le revoir et discuter avec lui, mais Saka s'éloignait constamment d'elle. Au fil du temps, à force de penser à Saka sans pouvoir lui adresser la parole, Ogechi tomba gravement malade. Un jour, alors que Saka s'apprêtait à jeter les ordures, il vit un papier soigneusement plié. Curieux de connaître le contenu, il l'ouvrit. Il y avait marqué dessus une lettre de Ogechi. « Retrouve-moi pour le déjeuner aujourd'hui dans le jardin privé derrière le stade. Ne t'inquiète pas, personne ne nous verrait à cet endroit. » Le soir, comme prévu,
Saka se rendit dans le jardin à la rencontre de Ogechi. Dès qu'elle vit Saka, elle courut pour le serrer dans ses bras et lui fit un bisou dans le cou. Saka rougit et oublia rapidement la fureur de M. Johnson. Il avait un grand sourire jusqu'aux oreilles. « Ça me fait plaisir que tu aies honoré mon invitation », ajouta Ogechi. « J'avais hâte de te voir, tu m'as manqué énormément. »« Moi également j'avais hâte de te voir », répondit le jeune homme. Il était vraiment content que Ogechi lui porte autant d'intérêt et il décida de lui faire part de ses sentiments. Il ressentait que c'était le bon moment et lorsqu'il décida d'avouer ses sentiments à Ogechi, il constata que Ogechi ne se sentait pas bien. Il lui demanda alors « As-tu un souci ? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?» Ogechi expliqua à Saka qu'elle ne se sentait pas très bien et qu'elle était un peu malade. Elle devrait vite s'en aller. Alors qu'elle se retournait pour partir, Saka l'interpella. « Peux-tu me donner ton numéro afin que je puisse prendre de tes nouvelles plus tard ?» Ogechi accepta et lui donna son numéro avant de partir. Il ne cessait de lire et relire le numéro. Le jour suivant, après le travail, Saka s'empressa d'appeler Ogechi pour lui demander comment elle allait. Elle arrivait à peine à être audible, et Saka lui demanda de le rejoindre à nouveau le lendemain dans le jardin. Ogechi se rendit comme prévu au lieu de rendez-vous. À son arrivée, Saka lui remit un sachet précieusement emballé. C'était un remède traditionnel qu'il avait fait pour elle afin qu'elle guérisse rapidement. Ogechi le remercia pour sa gentillesse et lui dit qu'elle avait déjà payé des médicaments, mais Saka lui assura qu'avec son remède, elle allait retrouver plus rapidement sa santé. Pour éviter que son état ne s'aggrave avec le froid, il prit congé d'elle et se rendit à la maison. Cette nuit, Saka était animé par une joie étrange. Il se sentait bien d'avoir pu remettre son remède à Ogechi. Le lendemain soir après le travail, il décida d'appeler à nouveau Ogechi pour lui demander si elle se sentait mieux. « Bonsoir Ogechi, j'espère que tu vas beaucoup mieux. » Au lieu de la voix fine de la jeune fille, c'était une voix assez grave et rauque qui lui répondit. « Pauvre villageois, arrête d'appeler Ogechi. Contente-toi des personnes de ta classe sociale, » ajouta la personne de l'autre bout du téléphone avant de raccrocher brusquement. Saka était désorienté. Il ne connaissait même pas la personne qui l'avait traité de cette manière et rentra chez lui l'air désespéré. Il décida de patienter et d'attendre jusqu'à demain pour espérer avoir plus de nouvelles et d'explications. Le lendemain, il regarda dans le bureau de Ogechi pour voir si elle était venue au travail, mais elle n'était pas dans le bureau. Il se rendit dans leur lieu de rencontre habituel pour voir qu'elle l'attendait, mais elle n'y était pas. Il était tenté de l'appeler, mais il n'avait aucune envie de faire face à la situation de la veille. Dans la journée, l'un des agents de sécurité lui apprit que le PDG, M. Johnson, voulait le voir immédiatement dans son bureau. Sans tarder, Saka se rendit dans le bureau de M. Johnson. Celui-ci l'attendait déjà le regard furieux. Quand Saka entra dans la pièce, il le regarda de haut en bas avant de commencer. « Hier, le fiancé de ma fille m'a raconté que vous l'avez appelé. Alors écoutez-moi bien. Je vais être très gentil aujourd'hui. Je ne veux plus vous voir avec ma fille. Bientôt, elle sera la femme d'un homme qui respecte son rang, alors je vous conseille de faire de même. C'est la dernière fois que je vais vous rappeler à l'ordre. » Saka était très déçu. Il voulait répondre, mais M. Johnson ne lui laissait pas la possibilité de le faire. « Ne parlez pas quand je parle. Je ne veux plus que vous ayez un lien avec ma fille, » répondit-il sévèrement. « Vous n'avez rien pour rendre ma fille heureuse, alors laissez une autre personne capable de le faire s'en charger. » Après ces mots, il lui ordonna de quitter son bureau et Saka s'en alla. Saka savait qu'il n'était pas riche et qu'il n'avait pas assez d'argent, mais il était très malheureux d'entendre M. Johnson le lui lancer à la figure sans aucune crainte. Toute la journée, il était tourmenté et mal à l'aise. À la fin de la journée, il sortit et s'en alla.
Il se demandait s'il devrait démissionner, mais quand il pensait à toutes les promesses qu'il avait faites à sa grand-mère, il trouvait toujours la force de revenir au boulot le jour suivant. Des semaines après, Saka continuait toujours son travail. Cette fois-ci, il devrait nettoyer aussi le bureau de l'adjoint du PDG qui s'appelait Hamza. Celui-ci était très sévère avec lui. Il laissait toujours exprès son bureau en désordre pour donner beaucoup de travail à Saka. Quand Saka rangeait, il jetait encore d'autres documents pour l'énerver, mais le jeune homme gardait toujours son calme. Un jour, alors que Saka avait complètement fini de ranger et de nettoyer le bureau de Hamza, celui-ci jeta encore plein de papiers par terre en sa présence. Saka en a eu marre et décida de lui parler. « S'il vous plaît, monsieur, dans votre bureau, il y a une poubelle dans laquelle vous pouvez mettre vos papiers. » C'est là que Hamza commença. « Je fais ce que je veux, vous n'avez pas de recommandation à me faire. Si je jette les papiers, c'est pour que vous puissiez toujours travailler au lieu de rester toute la journée à ne rien faire. » Saka trouvait familier la voix de Hamza. Il finit par se rendre compte que c'était la personne qui lui avait répondu sévèrement le soir où il avait appelé Ogechi pour prendre de ses nouvelles. Il en a eu marre de tout ce qu'il subissait. Il sortit du bureau pour rentrer chez lui sans rien dire à personne et sans même finir son travail de la journée. Il ne voulait plus continuer à travailler dans une entreprise où tout le monde le détestait et le maltraitait. Il prit la décision de retourner dans son village pour essayer de se reconstruire. Mais avant de partir, il écrit une lettre qu'il confia à un de ses collègues qui travaillait comme agent d'entretien dans la même entreprise que lui. Dans cette lettre, il disait « Bonsoir, Ogechi. J'espère que tu vas beaucoup mieux maintenant. Je tenais à t'informer que je veux rentrer au village parce que je vis beaucoup de situations difficiles et de discrimination ici. Je préfère aller au village et vivre dans ma misère plutôt que de rester ici. Mais je voulais te dire quelque chose que je n'ai jamais eu la chance et le courage de te dire. Je t'aime, Ogechi. Je t'aime comme un fou et je n'ai jamais cessé de penser à toi depuis le jour que je t'ai vu pour la première fois. Mais ton père m'a demandé de rester loin de toi si je ne voulais pas de problème. Je suis désolée, mais je dois partir. » Saka fit ses bagages et sans informer personne, il rentra chez lui au village pour aller retrouver sa grand-mère. Fatima était tellement contente de le revoir, car il lui manquait tellement. Saka narra toutes ses mésaventures à Fatima, qui était très fière de lui et de son courage. « Je suis vraiment contente que tu sois revenu sain et sauf. Le plus important pour moi est que tu sois bien portant. Même si nous n'avons pas beaucoup d'argent, au moins nous aurons la paix intérieure. » Avec tout l'argent que Saka a réussi à cotiser avec son salaire en ville, il ouvrit une grande boutique de remèdes traditionnels dans son village. Il déménagea également avec sa grand-mère dans une grande maison. Pendant des jours, il ne cessait de penser à Ogechi, mais il savait que ce n'était pas une fille qu'il pourrait avoir la chance d'épouser, alors il décida de l'oublier. La boutique que Saka avait créée lui rapportait assez d'argent pour prendre soin de sa grand-mère. Le jour suivant, alors que Saka se rendait dans sa boutique, il reçut l'appel de Ogechi. Il décrocha et elle commença. « Je dois te voir pour te dire quelque chose de très important, Saka. Nous ne pouvons pas parler en appel, alors je veux que tu me dises comment me rendre dans ton village pour te retrouver. » Saka était surpris, mais il lui indiqua le village. Le lendemain, Ogechi se rendit dans le village de Saka. Dès qu'elle vit Saka, elle coura vers lui et le serra fort dans ses bras. Ils restèrent ainsi pendant plusieurs minutes, comme si le monde tournait uniquement autour d'eux. Ogechi commença à parler le visage inondé de larmes. « Saka, j'ai reçu ta lettre, et je ne pouvais dormir encore une seule nuit sans t'avouer que moi aussi je suis éperdument amoureuse de toi, et que depuis ton départ, je n'ai pas cessé de penser à toi. Mon père essaie de me forcer à épouser Hamza, mais je ne l'aime pas car c'est de toi seule que je suis amoureuse, » confia-t-elle en larmes. Elle lui expliqua que Hamza venait d'une famille assez riche et que son père était ami avec ses parents.
C'est la raison pour laquelle un mariage avait été arrangé entre Hamza et moi depuis toute petite. Pendant qu'ils discutaient, 2 grosses voitures se garèrent devant eux. Ils regardaient tous les deux la voiture quand plusieurs personnes commencèrent à descendre. Il y avait M. Johnson dans la première voiture, puis Hamza et ses parents dans la deuxième voiture. Dès qu'il sortit de la voiture, Hamza courut et se jeta violemment sur Saka, le propulsant au sol. Son père Ibrahim essayait de l'en empêcher, mais Saka était déjà à terre. Le collier que sa mère lui avait offert tomba aussi par terre. Hamza vit le collier, et dès qu'il le ramassa au sol, il remarqua que le collier était identique au collier qu'il portait également. Ibrahim, le père de Hamza, se tourna alors vers Saka et lui demanda « Qui es-tu » Saka ne savait pas ce qui se passait. Il répondit alors « Je suis Saka ». Ibrahim était surpris d'entendre le prénom. Il lui répondit alors « Je veux voir ta mère Saka, où est-elle » Sans plus attendre, il entra dans le salon de Saka, et tous les autres le suivirent également. Lorsque Fatima vit Ibrahim, elle était stupéfaite. « Enfin, enfin, tu te rappelles la route de ce village. Après toutes ces années, tu es enfin là. Que faisais-tu tout ce temps? Tu as laissé ma fille toute seule ici dans la misère pour profiter de la belle vie en ville. » « Je suis vraiment désolé, Madame Fatima, commença-t-il. Ce n'était pas de ma volonté. J'ai fait du mieux que je pouvais pour revenir, et j'ai alors demandé à votre fille de remettre le collier à notre fils, afin que je puisse le chercher quand je serai de nouveau au village. » Hamza était stupéfait. « Donc Saka est mon frère? Ce vaurien est mon frère ?» demanda-t-il tout confus. La femme de Ibrahim se tourna pour le regarder, et Ibrahim continua. « Je suis vraiment désolé, Saka. Je n'aurais jamais dû te laisser et je le regrette vraiment. Tu es mon aîné, mais également mon unique enfant. » « Ton unique enfant? Tu n'es donc pas mon vrai père ?» demanda encore Hamza en pleurs. Pendant ce temps, la mère de Hamza était debout et ne disait rien. En colère, Hamza quitta la pièce et quitta le village sans attendre sa mère. Quand M. Johnson entendit que son ami Ibrahim n'était pas le vrai père de Hamza, il commença à supplier sa fille. « Ogechi, ma fille, je suis vraiment désolé de t'avoir fait subir une telle chose. » Ogechi se rapprocha de son père et lui dit « Papa, je sais que tu m'aimes et que tu souhaites le meilleur pour moi, mais je t'ai toujours dit que je n'aimais pas Hamza, mais tu m'as toujours forcé. » Monsieur Johnson reprit « Je m'excuse, Ogechi. Je m'imaginais qu'un mariage entre toi et Hamza t'assurerait un bon avenir. Je suis vraiment désolé. » Pendant qu'il s'excusait, il n'eut plus la force de continuer et s'évanouit. Saka courut pour lui chercher rapidement une natte et il s'y allongea. Après quelques minutes d'inconscience, M. Johnson finit par se réveiller. Les yeux lourds de fatigue, il poursuivit. « Ne m'en veux pas, Ogechi. Je ne te l'ai jamais dit, mais je souffre d'un cancer grave. Je ne t'ai rien dit parce que je ne voulais pas te faire souffrir. » Ogechi se tourna vers Saka et lui demanda « Je suis vraiment désolé pour tout, Saka, mais s'il te plaît, aide mon père. Tu m'avais aidé quand j'étais malade, et je sais que tu es capable d'en faire autant pour mon père. » De son côté, Saka avait du mal à digérer autant de nouvelles en une journée. Il était dépassé par le coup des événements. Avec une voix tremblante et pleine de colère, il s'écria « Je veux rester seul. J'ai besoin de me poser et de réfléchir. » Ne sachant plus vers qui se tourner, Ogechi traîna son père dans la voiture pour l'amener à l'hôpital en ville. Le père de Saka prit également sa voiture pour les suivre vers l'hôpital. La vie de son ami était en jeu. Après les analyses, il s'est avéré que M. Johnson souffrait d'un cancer à un stade terminal et qu'il allait mourir dans quelques jours. « Nous ne pouvons plus rien faire pour votre père, mademoiselle. Je suis vraiment désolée, ajouta le médecin. Ogechi fondit en larmes. Pendant ce temps, au village, Saka réfléchissait à tout et à rien. Il s'approcha de sa grand-mère et lui demanda
Pourquoi tu n'as pas jugé bon de m'en parler, grand-mère » Celle-ci lui répondit « Je n'avais pas d'autre choix que de garder le silence. Nous avons tous été terriblement marqués pendant ce temps, et je ne voulais pas remettre le couteau dans la plaie. » Après quelques confidences et quelques mots échangés, Saka prit congé de sa grand-mère. Après quelques jours à l'hôpital sans espoir, le père de Saka, M. Johnson, et Ogechi revinrent à nouveau dans le village. M. Johnson était maintenant en fauteuil roulant, il ne pouvait plus marcher. Il se mit à pleurer et à supplier Saka de le pardonner. « J'ai vraiment du mal à croire en votre sincérité, M. Johnson. Quand je travaillais encore avec vous, vous m'avez toujours traité comme un moins que rien et toujours rappelé à quel point je ne pouvais pas m'approcher de votre fille. Aujourd'hui que vous avez besoin de moi, vous revenez pour me faire croire que vous regrettez? Je sais que vous n'êtes pas prêt de changer et je ne crois pas à la véracité de vos mots. » Monsieur Johnson était désespéré. Il continua. « Dites-moi combien vous voulez et je vous paierai. » Je m'en doutais. Vous n'avez que votre argent pour détourner les gens. Figurez-vous que je n'en ai rien à foutre et que cela ne m'intéresse pas. Vous pouvez garder votre argent pour vous. Si vous êtes autant riche, alors demandez à votre richesse de vous donner une bonne santé. » Alors que Saka s'apprêtait à partir, Ogechi courut l'attraper en pleurant. « Saka, sauve mon père, s'il te plaît. Le médecin nous a dit qu'il mourra dans quelques jours et qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui. C'est mon père Saka. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Je ne sais plus vers qui me tourner. Tu m'as dit que tu m'aimais, non? Pourquoi refuses-tu de m'aider » Saka lisait la tristesse dans ses yeux. Il était toujours amoureux d'elle, et à ces mots, il n'eut pas la force de refuser. Il accepta à cause de Ogechi et décida de l'aider. Il partit avec sa grand-mère à la recherche des plantes pour préparer les remèdes de M. Johnson. M. Johnson resta au village, hébergé chez Saka pendant des jours pour suivre son traitement. En quelques jours de traitement dans le village, il était complètement guéri et pouvait à nouveau marcher. Il n'en revenait pas que Saka, qu'il avait autrefois rabaissé, lui sauva la vie. Il n'arrêtait pas de le remercier. Le père de Saka, quant à lui, essayait par tous les moyens d'obtenir le pardon de son fils. Il lui céda une grande partie de sa richesse et le reconnut comme son enfant aîné. Saka était très heureux. Maintenant que M. Johnson était guéri, il regrettait tout ce qu'il avait fait pour éviter la relation entre Saka et sa fille. Il ne savait pas comment aborder Saka pour lui autoriser la main de sa fille. Il avait honte et regrettait tous ce qu'il lui avait fait. Le lendemain matin, Ogechi prit la voiture de son père avec Saka pour aller en ville faire des emplettes pour Fatima. Alors qu'ils traversaient une zone un peu éloignée entre le village et la ville, une voiture filante à toute vitesse s'arrêta devant eux pour leur barrer la route. Hamza et d'autres hommes sortirent de la voiture avec des armes. Hamza s'arrêta devant la voiture et ordonna à Saka de sortir. « Sors immédiatement de cette voiture, imbécile. Tu croyais vraiment t'en tirer aussi facilement et te marier avec elle ?» Saka ne comprenait rien. Il sortit de la voiture et fut conduit de force dans la voiture de Hamza. Ogechi aussi fut forcé à y entrer. Ils les emmenèrent dans une résidence éloignée et sombre. Saka fut enfermé dans une pièce sombre et Ogechi fut attaché à une chaise. Hamza s'approcha alors de Ogechi et lui lança à la figure. « Soit tu acceptes de te marier avec moi, soit je ne te détacherai jamais de cette chaise. » « Mais je ne t'aime pas, Hamza. C'est Saka que j'aime, pleurer Ogechi. Ne prononce plus jamais ce prénom devant moi si tu souhaites rester en vie. Comment peux-tu aller aussi loin juste pour gagner le cœur d'une femme, Hamza? Comment peux-tu maltraiter quelqu'un que tu prétends aimer? » Ogechi ne faisait que pleurer. Saka, quant à lui qui était enfermé, ne savait pas ce qui se passait avec Ogechi. Il priait que Hamza ne lui fasse aucun mal et que quelqu'un vienne les sauver. Pendant 2 jours, Saka et Ogechi ne mangèrent rien et étaient emprisonnés par Hamza dans une zone éloignée.
Fatima ne comprenait plus rien. 2 jours qu'ils ont quitté la maison, et plus aucun signe d'eux depuis. Elle essaya de joindre Saka, mais son numéro ne passait pas. Elle essaya de joindre le numéro de Ogechi, mais personne ne décrochait. C'est à ce moment qu'elle prit peur. Elle alla rapidement au poste de police accompagnée de M. Johnson pour signaler leur disparition. Au même moment, la mère de Hamza était aussi allée au poste de police en ville pour signaler la disparition de son fils. Après 2 jours d'investigation, la police se rendit compte que Hamza avait kidnappé Saka et Ogechi. Ils retrouvèrent leur position exacte en traçant sa localisation avec les derniers appels téléphoniques qu'il avait effectués. La police se rendit au lieu où Saka et Ogechi étaient kidnappés. Arrivés sur les lieux, ils frappèrent la porte, mais Hamza refusa d'ouvrir. Un des policiers brisa la porte. « Laissez-nous tranquilles ou je tire sur elle. » Après plusieurs minutes de négociation du policier pour convaincre Hamza à ne pas opter pour la violence, un autre policier passa derrière la maison et sauta par surprise sur Hamza. Il le menotta et le conduisit dans la voiture. Ogechi se fit détacher et Saka fut libéré de sa cellule. Les deux furent immédiatement conduits à l'hôpital le plus proche. Ils étaient dans un état grave. Après plusieurs jours dans l'hôpital, leur santé s'améliora. Le père de Saka alla les chercher pour les ramener au village. Fatima était en larmes, remerciant Dieu d'avoir sauvé son petit-fils et sa fiancée. Quant à Hamza, il fut déposé en prison et sa mère ne faisait que pleurer. C'est à ce moment que M. Johnson comprit qu'il était sur le point de marier sa fille à un criminel. Il prit conscience de tous ses actes et se sentait honteux. Il appela Saka et lui dit « Je vous donne ma bénédiction, Saka. Si tu souhaites te marier avec ma fille, sache que vous avez tout mon soutien. Tu m'as montré que la richesse n'était pas la chose la plus importante dans la vie, et j'ai beaucoup appris ces derniers jours. » Saka était fou de joie. Il prit la main de Ogechi et la traîna dans la chambre loin de tout regard. Il la tira vers lui d'un geste brusque et glissa sa main sur sa hanche. Le contact physique fit frissonner Ogechi. Saka lui chuchota à l'oreille. « J'ai toujours attendu ce moment, Ogechi. » D'un geste lent et doux, il l'embrassa passionnément. Il la traîna dans le lit et ce qui était censé se passer se passa. Ogechi se sentit dans les étoiles. Elle n'oubliera jamais ce jour. Quelques jours après, Fatima appela son petit-fils et Ogechi pour leur parler. « Je suis vraiment contente que vous soyez à nouveau réunis. Je suis une mère comblée et quand je ne serai plus dans ce monde, je pourrai dormir en paix. » Les larmes aux yeux, Saka répondit « Je sais que tu as attendu longtemps ce moment. Je sais que tu as toujours la force de tenir pour assister à mon mariage avec Ogechi. » Il embrassa sa grand-mère avec plein d'émotion et de larmes. Ogechi aussi embrassa Fatima. Après quelques jours au village, Saka déménagea à nouveau en ville avec Ogechi et sa grand-mère pour préparer son mariage avec Ogechi. Puisque Hamza était en prison, son poste dans l'entreprise de M. Johnson était vide. M. Johnson proposa le poste à Saka et Saka devint l'adjoint du directeur de l'entreprise. Il était épanoui dans son travail et dans son couple. Quelques jours avant leur mariage, les deux amoureux étaient ensemble sur le balcon quand Ogechi montra par surprise son test de grossesse positif à Saka. Ils étaient tous les deux très heureux. Avec un geste doux, Ogechi et son futur mari s'embrassèrent pendant plusieurs minutes. Le jour du mariage, Ogechi était bien vêtu dans sa belle robe de mariée et Saka portait sa jolie veste. La fête fut très belle et ils furent unis par les liens sacrés du mariage. Ils rentrèrent à la maison et après quelques mois, ils accueillirent leur premier bébé. Devant eux était tracée une vie meilleure pleine de réussite. La richesse matérielle n'est pas la clé du bonheur. La richesse du cœur et des relations humaines authentiques est inestimable. Si vous avez aimé cette histoire,
Likez pour me soutenir et dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous avez suivi la vidéo.